Merci. Le compte des deux porte-avions, c'était le meilleur des sorts, c'était le pire des sorts. C'était l'âge des Hellcats, c'était l'âge des zéros. C'était l'ère du Bofors de 40 mm. C'était l'époque du Mark XIV. C'était la saison de la couverture bleue et c'était la saison du Kido Butai. C'était le printemps des Essex, c'était l'hiver des Yorktown. Les récits du frelon du porte-avions ont commencé remarquablement tard dans les années 30. La marine américaine avait pour objectif de compléter sa collection de porte-avions alloués par traité avec une seule classe de 3 navires, mais cela avait rencontré quelques problèmes. Les dangers d'un porte-avions particulièrement petit avaient déjà été expérimentés avec l'United States Ship Ranger, mais le tonnage laissé à la marine américaine après les deux grands Lexington, plus le Ranger et le Langley, n'était pas suffisant lorsqu'il était divisé en 3 pour donner à la flotte le porte-avions qu'elle accepterait comme strict minimum. Même la rétrogradation de l'United States Ship Langley en porte-hydravion fut insuffisante. Au lieu de cela, il avait été décidé d'opter pour 2 porte-avions de la taille que la marine américaine pouvait à peine accepter, Yorktown et Enterprise, puis de faire de leur mieux pour remplir le tonnage restant avec un porte-avions de petite taille, le WASP. Cela compléterait la collection de porte-avions de la marine américaine, selon le traité, avec 2 très grands porte-avions, 2 porte-avions convenables, et une paire de boîtes d'allumettes. Mais tout cela s'est déroulé sur fond d'effondrement du système de traité plus rapidement qu'un soufflet retiré prématurément et les tambours de la guerre résonnaient à nouveau sur l'Atlantique. Maintenant, sans restriction, mais sentant qu'il manquait un peu de temps, la marine américaine a commencé à préparer le design de leur porte-avions idéal, et cela deviendrait la classe Essex, mais cela prendrait un certain temps à régler, et donc comme solution temporaire, un autre porte-avions a été commandé sur la base de la classe Yorktown pour une construction immédiate. Cela deviendrait le United States Ship Hornet CV-8. Elle diffère légèrement de ses sœurs à certains égards, bien que pas autant que la marine américaine l'aurait souhaité, principalement parce que ce genre de changement majeur aurait pris trop de temps sur ce qui était censé être une construction accélérée. La plupart des changements concernaient des différences dans le contrôle des incendies et les suites de capteurs, ce qui était à prévoir car Hornet a été construit après plusieurs années d'avancement technologique par rapport à Yorktown et Enterprise, et il y avait quelques différences dans les détails de ces systèmes de propulsion et un profil de superstructure réduit dans l'ensemble, ce dernier étant la différence visuelle la plus marquante qui permet une distinction facile entre ses sœurs aînées et Hornet. Posée quelques semaines après le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe, sa construction a progressé rapidement, la coque touchant l'eau environ 14 mois plus tard, et dans les 10 mois suivants, elle a été mise en service avec un certain capitaine Mitchell au commandement, plus sur lui plus tard. Alors qu'elle était à peu près en service au moment de l'attaque de Pearl Harbor, Hornet était encore en cours de croisière d'entraînement et de rodage et n'a pas été considérée comme pleinement opérationnelle avant le printemps 1942. L'équipage, s'attendant à être envoyé dans le Pacifique assez rapidement, fut donc quelque peu perplexe d'arriver un jour pour trouver des B-25 Mitchell sur le pont, car un bombardier moyen de l'armée de l'air des États-Unis n'était pas l'avion d'attaque basé sur porte-avions habituel. Une exploration plus approfondie, alors que le navire mettait le cap sur le canal de Panama, a révélé que son complément d'avions plus réguliers étaient tous bien installés dans le hangar, et une fois dans le Pacifique via le dit canal, d'autres BU-25 ont été chargés à bord. Ce ne serait qu'une fois que le navire se dirigeait réellement vers l'ouest que le capitaine Mitchell informa le reste de l'équipage de leur mission. Ceci devait bien sûr devenir le célèbre raid de Doolittle. Rejoint par l'Enterprise qui fournirait une défense aérienne et une puissance de frappe anti-navire si la force était découverte en cours de route, le groupe de frappe s'est mis en route pour lancer les B-25 contre le Japon.
La mission a été partiellement réussie, avec tous les avions lancés et atteignant tous leurs objectifs, mais ayant été lancés à 200 miles de moins en raison des porte-avions qui ont rencontré un bateau de patrouille de la marine japonaise qui avait été coulé, mais ils n'étaient pas sûrs si le bateau de patrouille avait renvoyé un signal au Japon et donc ils voulaient lancer aussi vite que possible pour éviter d'être pris par la contre-attaque japonaise. Et ainsi, avec 200 miles en moins sur la portée des B-25, ils n'ont pas pu atteindre leur base prévue pour l'atterrissage. Au lieu de cela, les équipages ont été contraints de sauter en parachute sur des zones contestées de la Chine à une variété de destins. Il s'est avéré que le bateau de patrouille avait effectivement envoyé un signal au Japon avant d'être coulé, mais ce signal était brouillé et donc les Japonais n'avaient pas su quoi en faire. Mais même alors que les bombardiers se dirigèrent vers le Japon, le Hornet et ses compatriotes faisaient demi-tour et couraient à pleine vitesse, inquiets de cette potentielle contre-attaque de la marine japonaise sur leur formation hautement vulnérable, l'équipage s'affairant à envoyer une bonne partie de son propre groupe aérien sur le pont pour être prêt à un éventuel lancement. Ils sont sortis en toute sécurité et le navire a été rapidement retourné et envoyé vers le sud pour essayer de renforcer Yorktown et Lexington qui essayaient de tenir le Pacifique Sud contre les Kiribati, mais malheureusement, ils étaient un peu trop tard pour aider à la bataille de la mer de Corail. La perte de Lexington et les dommages subis par Yorktown à la suite de ce combat ont laissé le Hornet comme l'un des 2 seuls porte-avions opérationnels de la marine américaine sur le front du Pacifique, alors même que des informations arrivaient sur un mouvement japonais prévu sur Midway. Naviguant pour cette bataille historique, rejoint par un Yorktown rapidement partiellement réparé, le groupe aérien réel du Hornet n'avait à ce stade pratiquement aucune expérience de combat réel à bord du porte-avions. Cela n'a guère aidé le groupe aérien du navire. Les bombardiers en piqué et les chasseurs d'escorte se sont dirigés vers le tristement célèbre vol vers nulle part. Plus de détails dans la vidéo liée ci-dessus, tandis que VT-8, ces bombardiers torpilleurs, ont réussi à trouver la flotte japonaise, mais sont arrivés seuls et sans escorte et ont été dûment abattus dans leur intégralité pour leurs ennuis, avec seulement un homme resté en vie, et bien sûr, il était dans l'eau. Les avions qui s'étaient égarés sur le Pacifique ne s'en sont guère mieux sortis, manquant de carburant ou en étant à court lorsqu'ils sont finalement revenus. Hornet s'est retrouvé avec une poignée de bombardiers en piqué intrépides qui ont réussi à atterrir avec succès, plus tous les chasseurs qu'elle avait retenus pour la défense aérienne et tout ce qui pourrait être mis en service à partir de ces pièces de rechange, et garni de pilotes qui avaient été repêchés de l'eau en échange de résultats insignifiants et de nombreux avions et pilotes manquants. Cependant, au fur et à mesure que la bataille progressait, elle a réussi à sauver un certain nombre d'avions de Yorktown et à lancer une autre frappe tout aussi infructueuse mais quelque peu moins désastreuse dans le cours ultérieur de l'engagement, avec un dernier effort enfin fructueux car avec une 3e tentative, ces avions restants aideraient à couler un croiseur lourd japonais, à en endommager un autre et à endommager un destroyer par la même occasion. Avec la promotion de Mitchell vers le haut et l'avant, le capitaine Mason a pris la relève peu de temps après. Alors que Hornet reconstruisait son groupe aérien et améliorait ses défenses, elle finit par prendre la mer pour rejoindre la campagne de Guadalcanal, ce qui était tout aussi bien, car sur les 3 porte-avions qui avaient été envoyés devant elle, les opérations aériennes et sous-marines de la marine japonaise avaient coulé WASP, renvoyé Saratoga en cale sèche pour réparation et percé un certain nombre de trous dans Enterprise, qui s'accrochait désespérément dans un état partiellement opérationnel soumis à des réparations sur le terrain. Cela a préparé le terrain pour la bataille des îles Santa Cruz, son 2e et, comme il s'avérera, dernier engagement majeur. La bataille a commencé assez bien avec le groupe aérien de Hornet endommageant le Shikaku et le Chikuma, mais une contre-attaque combinée des bombardiers en piqué et des torpilleurs de la marine japonaise, ainsi qu'un certain nombre d'avions japonais endommagés se jetant délibérément sur le navire, ont laissé Hornet sujet à de multiples torpilles et bombes, ainsi qu'aux dégâts et au carburant enflammé des semi-kamikazes. Hornet a donc été laissé sans puissance et à la dérive avec son pont d'envol en flammes et ressemblant plus à un paysage lunaire qu'à un aérodrome mobile. Effort pour contrôler les dommages liés au remorquage. Les réparations étaient presque suffisantes pour un retour chez elle quand une autre vague de bombardiers torpilleurs est arrivée.
Se déplaçant à 5 nœuds, malgré une furieuse barrage anti-aérien qui a abattu plus de 90% des avions attaquants, puisqu'il y avait aussi beaucoup de Wildcats encore en l'air, une torpille a réussi à passer et cela a annulé tous les efforts jusqu'à présent pour revenir à la case départ. Maintenant, bien qu'il y avait théoriquement une chance marginale qu'elle puisse encore rentrer chez elle, la marine japonaise est maintenant intervenue. Ils avaient de puissantes forces de surface qui approchaient à grande vitesse. L'ensemble des forces de surface américaines présentes à la bataille n'avaient en fait pas la puissance de combat pour affronter les navires de la marine japonaise la nuit dans les meilleures conditions, et un porte-avions à la dérive était loin d'être dans les meilleures conditions. Ainsi, le navire a été ordonné d'être abandonné et des efforts ont été faits pour le saborder avec des canons de 5 pouces et des torpilles, en partie grâce à la surprenante durabilité du navire et en partie parce que les torpilles américaines de l'époque étaient absolument terribles. Elle était encore présente en tant qu'épave à la dérive quand une paire de destroyers japonais l'a trouvée. Quelque peu déconcertés, ils ont brièvement envisagé de monter à bord et de la prendre comme un prix, ou du moins d'essayer d'extraire une forme d'intelligence d'elle, mais ils ont rapidement décidé que le navire était juste du mauvais côté de la sauvegarde et l'ont envoyé au fond avec une salve de longues lances, l'épave s'installant à la verticale à plus de 5 km de profondeur après la chute sans intervention. Mais ce ne devait pas être la fin du nom Hornet, des porte-avions appelés Hornet ou même de l'implication des porte-avions appelés Hornet dans la Seconde Guerre mondiale. Les porte-avions pour lesquels le Hornet avait été construit pour gagner du temps, la classe Essex, avaient les 3 premiers de leur nombre, Essex, un Yorktown nouvellement nommé, et Intrépide, presque prêt pour le service, et le prochain porte-avions sur la liste, le 105-12, était actuellement attribué le nom de United States Ship Kearsarge et avait été posé quelques mois avant la perte du 105-8. Ainsi, en l'honneur du navire, le 105-12 a été rebaptisé United States Ship Hornet et a été dûment lancé en tant que tel en août 1943. La rapidité de la production en temps de guerre, soulignée par le fait que ce navire beaucoup plus grand était passé de la quille au lancement environ 2 mois plus rapidement que le temps de construction déjà accéléré de son prédécesseur plus petit. Il a également fallu seulement environ 3 mois pour la faire passer du lancement à la commission, et donc après 1 an et demi sans Hornet dans la flotte, le nouveau Hornet est arrivé comme la dernière addition à la Task Force 58 en mars 1944. L'environnement opérationnel pour l'United States Ship Hornet CV-12 était tout à fait différent de celui dans lequel le CV-8 avait combattu. La marine américaine était maintenant pleinement offensive et sa première mission de combat n'était pas de combattre les navires de guerre de la marine japonaise dans une bataille de flotte, mais plutôt une série de missions de frappe sur les bases aériennes et navales japonaises en concert avec d'autres porte-avions américains. Cela comprenait l'utilisation de paires de mines déployées par avion par les bombardiers torpilleurs Avenger pour garder tout ce qu'ils n'avaient pas réussi à couler coincé dans le port. Cela a eu un certain degré de succès, et avec la prolifération non seulement des porte-avions de flotte, mais aussi des porte-avions légers, Hornet s'est rapidement retrouvée à la tête d'une force où elle était la grande sœur d'une bande de plus petits porte-avions de classe Indépendance pour d'autres frappes offensives contre divers aérodromes japonais. Maintenant, bien que ces missions ne se déroulaient pas directement au-dessus des divers débarquements amphibies qui se déroulaient à l'époque, ces missions étaient incroyablement importantes, car en endommageant et en détruisant les bases aériennes et les avions qui s'y trouvaient dans la région environnante, elles entravaient les efforts de contre-attaque aérienne japonaise et assuraient également que les avions en soutien direct des troupes avaient moins de chasseurs ennemis entrant à gérer, améliorant ainsi la qualité de ce soutien au sol également. Au fil de la guerre, Hornet, ses compagnons et la marine américaine privilégièrent de plus en plus les camions comme cible. Cette importante base navale avancée japonaise n'a pas été directement envahie, mais plutôt isolée et soumise à des attaques aériennes et de surface répétées au cours de la dernière partie de la campagne du Pacifique. Finalement, cela endommagerait et isolerait tellement la base que, pour la plupart des opérations, le haut commandement de la marine japonaise finirait par la traiter comme si elle était réellement tombée. Comparée à sa version précédente, cette Hornet était considérablement plus grande et pouvait donc, malgré la taille et la complexité toujours croissante des avions basés sur les porte-avions, transporter un groupe aérien nettement plus important. La composition du groupe aérien avait aussi évolué.
Au début de la guerre, les porte-avions américains transportèrent de nombreux bombardiers en piqué Dauntless et généralement une seule escadrille de bombardiers torpilleurs et de chasseurs, bien que cela puisse être légèrement supérieur à la normale, par rapport aux 12 standards. Alors qu'il y avait généralement encore plus de types Dauntless ou Helldiver à bord que d'Avengers en 1944, le nombre de chasseurs avait considérablement augmenté, et ils étaient devenus le plus grand détachement à bord, avec de nombreux chasseurs pouvant être utilisés dans un rôle de pur chasseur ou dans un rôle de chasseur-bombardier, ce qui augmentait le potentiel de frappe du navire tout en permettant une défense aérienne beaucoup plus grande que dans les situations précédentes, ainsi qu'une escorte aérienne plus lourde lors des missions offensives. À l'époque, le nouveau groupe de chasseurs Hornets pouvait rassembler presque autant de forces que 2 porte-avions de flotte complets avaient pu le faire pendant la campagne de Guadalcanal, qui elle-même avait eu lieu à mi-chemin de l'augmentation du nombre de chasseurs déployés par la marine américaine. Et à la mi-1944, de petits contingents de chasseurs nocturnes commençaient également à apparaître, bien que les anciens porte-avions Enterprise et Saratoga étaient les principaux spécialistes dans ce domaine particulier pour la marine américaine pendant les dernières étapes de la guerre. Le 105-12 était également beaucoup plus lourdement armé, avec 50% de plus d'armes anti-aériennes lourdes, et grâce au déploiement de 8 de ces canons en monture jumelle Superfearing pour et après l'île, le bordé lourd anti-aérien tribord était 2 fois celui du 105-8, et le bordé bâbord, en supposant qu'il n'y avait pas d'opération de vol en cours, était 3 fois celui du navire plus ancien. Des dizaines de buffers de 40 mm et d'orlicans de 20 mm ont également été installés, les premiers en monture quadruple et les seconds en monture simple, du moins au début. Comme pour tous les autres navires de la marine américaine, il accumulerait avec le temps plus de puissance de feu dans ce département. À l'été 1944, le groupe de travail des Hornets avait échangé le United States Ship Cowpens, un porte-avions léger de la classe Independence, contre le United States Ship Yorktown St. 5 Dix, qui était un autre Essex, nommé d'après un prédécesseur tombé. Cette petite flotte faisait partie de la plus grande force opérationnelle 58 sous le commandement de l'actuel vice-amiral Mitchell, ancien commandant du 105-8, et maintenant en route vers les îles Mariana en avance de la force d'invasion. Ici encore, le groupe aérien du Hornet s'est plutôt bien comporté, surtout dans les combats aériens, bien qu'il ait été constaté que le rôle de bombardier de chasse nécessitait un peu plus de travail, car les pilotes de Hellcat pouvaient à peine poser une bombe sur une cible stationnaire sur Terre, mais n'avaient reçu aucune formation majeure en technique de bombardement anti-navire, quelque chose qui serait abordé plus loin, mais qui pour le moment rendait quelques frappes anti-navires par les Hellcats quelque peu moins qu'optimales en termes de dommages infligés. Après plusieurs frappes aériennes majeures suivies d'un bombardement côtier par cuirassés, les Japonais ont réalisé que les États-Unis avaient effectivement l'intention de prendre la chaîne d'îles et ont alors lancé presque tout ce qu'ils avaient en termes d'avions basés sur porte-avions et d'unités terrestres de soutien contre la flotte américaine, qui, bien que grande et offensive, était encore au moins sur le papier du même ordre de grandeur que les propres forces de porte-avions de la marine japonaise, car, à part quelques survivants de chaque côté, les 2 marines avaient été contraintes de reconstruire efficacement leur principale flotte de porte-avions après la réciproque qui était 1942. Cependant, le plan japonais n'était pas aussi coordonné qu'il l'avait été lors de certaines opérations précoces, et Hornet et ses amis ont pu effectuer plusieurs balayages anti-aériens sur diverses îles en préparation de l'arrivée des forces de porte-avions japonaises, détruisant une partie de la puissance aérienne basée au sol que les Japonais cherchaient à utiliser avec une supériorité locale offerte par les différentes forces de porte-avions de la marine américaine. L'aube du 19 juin est arrivée avec des résultats mitigés. Les Japonais, en milieu de matinée, avaient généralement été beaucoup plus doués pour trouver la flotte américaine et garder la localisation exacte de leur propre flotte cachée. D'autre part, grâce aux derniers jours d'opération, les États-Unis savaient d'où allaient attaquer les renforts terrestres de la marine japonaise, dont beaucoup venaient tout juste d'arriver, et ont une fois de plus pu intercepter ces aérodromes au lieu d'affronter leurs avions et les avions des forces de porte-avions en bataille ouverte. Mais maintenant que la force de l'amiral Azawa était là, la bataille principale a commencé avec la marine japonaise envoyant vague après vague d'assauts lourds contre la marine américaine.
L'ampleur et la portée des attaques auraient probablement aplati toute formation de la marine américaine de 1942, mais malgré le premier coup porté par la marine japonaise, ils se sont heurtés de plein fouet à un véritable mur de Hellcats de la marine américaine, y compris de nombreux membres du groupe aérien de Hornet. La première vague a été systématiquement abattue, causant peu de dommages aux navires de la marine américaine. Hornet récupérait et rechargeait ses avions, tandis que la deuxième vague japonaise était également déchiquetée, mais elle avait de nouveau quelques avions prêts à temps pour éliminer la majeure partie de la portion de la troisième vague qui avait réussi à se rapprocher quelque peu des porte-avions américains, les avions du navire revendiquant spécifiquement 21 tués pour des dommages ou des pertes minimes dans cette phase de la bataille. Une quatrième vague d'avions japonais qui a essayé d'atteindre Guam a été également malmenée, la journée se terminant avec la marine japonaise ayant perdu environ 84% des près de 400 avions de porte-avions qu'ils avaient engagés dans la bataille, sans compter les pertes d'avions basés à terre, plus 2 porte-avions coulés par des sous-marins en échange de 30 et un perte d'avions américains. Malgré les 2 pertes de porte-avions, il ne restait pas assez d'avions dans la formation de la marine japonaise pour remplir même les hangars de ceux qui avaient survécu à la journée. Et bien que la majorité de la bataille aérienne, qui a constitué le grand tir aux dindes des Mariannes, était terminée, la bataille dans son ensemble a continué le jour suivant, alors que les forces japonaises en retraite ont été repérées, puis attaquées, entraînant la perte de la plupart de leurs avions restants et d'un autre porte-avions avec des dommages à 4 autres, y compris Zuikaku. Ayant commencé la bataille avec, sur le papier, 9 porte-avions opérationnels assez redoutables, 5 porte-avions de flotte et 4 légers, les Japonais ont quitté la zone de bataille avec un porte-avions de flotte opérationnel et endommagé et 2 porte-avions légers opérationnels. Le deuxième jour a également vu d'importantes pertes d'avions américains. 20 ont été perdus lors de l'attaque sur la flotte japonaise, mais 69 autres sont tombés lors des opérations d'atterrissage en fin de soirée, car ils ont atteint les limites de leur capacité en carburant et n'étaient pas très familiers avec les procédures d'atterrissage nocturne. Cependant, contrairement aux pertes beaucoup plus importantes de la marine japonaise, de nombreux membres d'équipage aérien américains impliqués dans ce dernier incident pourraient être récupérés de l'océan. Ce qui restait de la puissance aérienne japonaise dans la région s'est alors jeté courageusement, mais sans effet, contre les chasseurs de la marine américaine au cours des jours suivants, et avec la puissance aérienne ennemie dans la région brisée, le Hornet et les autres porte-avions sont passés à l'offensive contre diverses bases japonaises jusqu'à ce qu'il soit temps de refaire le plein et de se réarmer une fois de plus. Ceci accompli, le groupe du Hornet a été chargé de plus d'attaques préliminaires, cette fois visant diverses bases japonaises soutenant ou même sur les Philippines, qui étaient la prochaine cible des forces amphibies américaines. Une série d'attaques qui ont rencontré relativement peu de résistance a suivi, avec un schéma légèrement étrange qui est apparu à ce stade de la campagne. Les pilotes de porte-avions américains ont largement surestimé le nombre de victoires en combat aérien, ce qui en soi n'était pas particulièrement inhabituel pour un conflit aérien, mais ils ont également légèrement sous-estimé leurs victoires anti-navires, alors que dans ce domaine, ils avaient évidemment infligé un peu plus de dégâts qu'ils ne le pensaient. Cela a conduit le navire jusqu'à la fin de septembre, puis il a été temps de se réarmer et de se ravitailler à nouveau, car tirer sur les aérodromes japonais, abattre les avions japonais et faire exploser les navires japonais est un travail prenant. C'était également le moment pour le Hornet de changer de groupe aérien, une opération qu'elle effectuerait plusieurs fois pendant son déploiement, car de nouveaux avions, de nouveaux pilotes et du matériel neuf permettaient aux porte-avions de maintenir un rythme d'opération autrement brutal. Depuis qu'elle avait rejoint le combat, le plus près que le Hornet avait été de chez lui avaient été des bases d'opérations avancées et des ports, et même alors, ses visites avaient été de brèves escales pour se ravitailler et repartir. D'autres attaques sur les bases japonaises ont suivi, y compris des attaques massives sur Formose, maintenant Taïwan, avec les forces de la marine américaine subissant pour la première fois depuis longtemps quelques coups durs de la part des avions de la marine japonaise, avec les croiseurs Canberra et Houston, tous deux comme le Hornet, nommé d'après des navires qui avaient été perdus plus tôt dans la guerre, paralysés par des torpilles lancées par des bombardiers torpilleurs. Bien que cela ait coûté très cher en avions et pilotes japonais, Canberra a en fait été victime d'une torpille qui avait été visée pour le Hornet, mais que le porte-avions avait habilement évité.
Au fur et à mesure que le mois d'octobre avançait, les pilotes du Hornet se retrouvaient à effectuer des missions de soutien direct de plus en plus proches des débarquements aux Philippines et à la fin du mois, ils étaient en route pour se ravitailler et se réarmer une fois de plus, leurs soutes à munitions et à carburant étant presque épuisés lorsque l'amiral Halsey les a convoqués à ce qu'il promettait être une autre grande bataille de porte-avions. Comme il s'est avéré, ce sont les circonstances entourant la bataille du golfe de Leyte et la distance que le Hornet avait déjà parcourue pour se ravitailler signifiait qu'elle a manqué Cape Angana et n'a réussi que quelques frappes à longue portée contre les formes en retraite des forces de l'amiral Kurita qui se retiraient de Taffy 3. Bien que cela ait réussi à revendiquer le croiseur léger Nishiro, ce n'était pas grand-chose à montrer pour les centaines de sorties effectuées par les porte-avions combinés du groupe de travail du Hornet. Cette brève interruption mise à part, le ravitaillement à Ulithi a vu Mecca passer une fois de plus à de meilleures choses, tandis que Hornet ramenait son groupe aux Philippines. Mais au cours de la campagne, un certain nombre de porte-avions ont été perdus et beaucoup plus endommagés par un nombre croissant d'avions kamikazes, ce qui a conduit à deux changements majeurs. Premièrement, le nombre de chasseurs devait être encore augmenté, réduisant les escadrons de bombardiers en piqué et de torpilleurs à un escadron surdimensionné chacun. Le rôle de chasseur-bombardier de la plupart des chasseurs maintenant à bord compensait quelque peu la perte de puissance de frappe, mais cela prendrait dans tous les cas un certain temps à mettre en œuvre. Le changement le plus immédiat a été que Hornet, après quelques autres frappes sur les Philippines, a été réaffecté à un groupe de tâches qui devait s'attaquer aux aérodromes japonais en dehors de la zone d'atterrissage et d'où étaient lancées les attaques kamikazes. Cependant, cela a été interrompu par le typhon Cobra. Hornet a relativement bien résisté à cela par rapport à certains navires, mais a néanmoins été retardé pour réparer les dommages causés aux navires et à ses avions pendant que le reste de la flotte se reconstituait et que les pertes étaient compensées. Ensuite, des frappes ont été lancées sur de nombreuses bases entourant la mer de Chine méridionale. En s'enfonçant plus profondément dans le territoire détenu par les Japonais et en attaquant des aérodromes terrestres fortement défendus plutôt que le type flottant plus fragile, plus d'avions de la marine américaine ont été perdus dans ces engagements que dans les dernières rencontres avec les principales flottes restantes de la marine japonaise réunies. Bien qu'un grand nombre d'avions japonais et plusieurs centaines de milliers de tonnes de navires aient été détruits, cela a coûté un peu plus de 200 avions américains et le porte-avions Ticonderoga a été gravement touché par les kamikazes. Cette mission néanmoins accomplie, il s'agissait ensuite de soutenir les débarquements à Iwo Jima après un bref arrêt à Ulithi une fois de plus. Cela a impliqué un certain nombre de frappes sur les îles d'origine japonaise avant de se diriger vers les îles en cours d'invasion. D'autres tentatives de suppression des aérodromes sur les îles d'origine ont été faites à mesure que de plus en plus de kamikazes apparaissaient, mais elles ont été largement déjouées par le mauvais temps. Mais une fois Iwo Jima tombé, et Okinawa suivante sur la liste, Hornet était de nouveau au large du Japon. Il convient de noter que pendant ces opérations, la marine américaine subissait des pertes à peu près équivalentes à celles des Japonais, atteignant un ratio de tués légèrement meilleur de 2 pour 1 lors de certaines missions. Le corps d'élite du Kirobutai avait peut-être en grande partie disparu, mais les pilotes japonais avaient toujours des aviateurs qualifiés dans leur rang et les canons anti-aériens terrestres massifs revendiqueraient également de nombreux avions américains. D'autres attaques ont été lancées, mais à mesure que leur nombre diminuait, les pilotes japonais restants ont commencé à faire preuve d'ingéniosité. Très ingénieux. Exploitant les faiblesses de la couverture radar de la marine américaine causée par une combinaison malheureuse de leur propre système Identification Friend or Foe et des radars de recherche aérienne pour lancer de petites attaques à l'aide d'un seul avion, et parfois de pair, avec des résultats surprenants, l'United States Ship Franklin étant la victime la plus connue de cette série d'opérations, et les porte-avions se sont repliés pour protéger leurs navires endommagés et reconstituer leurs groupes aériens. Avec les navires endommagés renvoyés en sécurité et les nouveaux avions chargés, cela souligne à quel point une grande histoire logistique était importante dans la campagne du Pacifique en général, mais l'offensive américaine dans le Pacifique plus spécifiquement. Hornet était de retour dans la région d'Okinawa en mars 1945, éliminant les convois de renforts, attaquant les avions et les kamikazes et lançant des opérations de soutien direct au sol pour aider les troupes. Pourtant,
Les kamikazes continuaient d'arriver et un après l'autre, les porte-avions et autres navires quittaient la formation avec différents degrés de dommages. Mais Hornet s'est avéré remarquablement indemne du chaos. Cette vie charmée signifiait que son groupe aérien serait l'un des plusieurs appelés à arrêter le cuirassé Yamato alors qu'il tentait sa propre course kamikaze dans le cadre de l'opération Tenge. Le gigantesque cuirassé et la plupart de ses escortes ont été dûment envoyés au fond, et il est revenu aux deux rôles de soutenir directement l'invasion d'Okinawa, puis de se diriger vers le Japon pour un soutien indirect en attaquant les aérodromes avant que leurs avions kamikazes et autres avions d'attaque puissent être lancés. À présent, ayant vu Ticonderoga, Franklin, Hancock, Intrepid, Bunker Hill et Enterprise, entre autres, se retirer avec de lourds dommages, principalement causés par des kamikazes, c'était enfin au tour de Hornet d'être renvoyé chez lui, bien que pas directement par l'action japonaise. Plus tôt, au début de juin, la flotte a une fois de plus été naviguée dans les dents d'un typhon par l'amiral Halsey. Le premier typhon, Hornet, avait principalement survécu. Celui-ci a tenté de rétablir l'équilibre, déchaînant une vague massive sur le navire qui a écrasé la partie avant du pont d'envol. Le porte-avions compagnon Bennington a également été endommagé et le croiseur United States Ship Pittsburgh a dû dire un adieu affectueux et précipité à la plupart de sa proue également. Cela n'a cependant pas immédiatement arrêté Hornet. Les porte-avions américains étaient conçus pour faire décoller des avions depuis la proue ou la poupe, et elle a donc assuré une patrouille aérienne de combat par cette méthode, naviguant à reculons pour générer suffisamment de vitesse de vent. Cependant, une semaine après le typhon, Hornet a été ordonnée de rentrer chez elle pour la première fois pendant la guerre, recevant des réparations et une petite rénovation qui ont vu la fin de la guerre alors qu'elle était encore à quai. Après avoir participé à l'opération Magic Carpet pour rapatrier les troupes américaines, elle a été mise en réserve. Elle était peut-être de classe Essex, mais avec les Essex à longue coque de la production ultérieure et les Midways entrant en service, même une classe Essex précoce était quelque peu superflue pour les besoins immédiats de la marine américaine. Elle a terminé sa carrière de guerre avec 9 étoiles de bataille et un score revendiqué de 1410. Des avions japonais détruits dans les airs ou au sol, plus de 1,2 million de tonnes de navires coulés, ou ayant aidé à les couler, dépensant au total 17 793 bombes, 5 842 roquettes, 116 torpilles et près de 4,9 millions de cartouches de munitions de calibre 50. Via son groupe aérien, ainsi que 7 275 cartouches de 5 pouces, 115 179 cartouches de 40 mm, et 409 508 cartouches de munitions de 20 mm pour sa propre défense. Au début des années 1950, cependant, elle était de retour réaménagée selon la norme relativement basique SCB 27A. Elle n'a pas obtenu de pont d'envol incliné à ce moment-là, mais désignée comme porte-avions d'attaque, elle a reçu la désignation Carrier Vessel Attack 12, participant à diverses opérations. Dans le Pacifique occidental, en tant que partie de la 7e flotte, opérant de nouveaux avions et aidant à chercher les survivants parmi d'autres choses. D'un avion de ligne britannique qui avait été abattu par les Chinois communistes, ces avions abattant 2 chasseurs chinois qui rôdaient dans la zone et qui auraient bien pu être les avions responsables de l'abattage. Mais à la mi-1955, elle a été rappelée à la maison pour la mise à niveau plus complète SCB 125. Cette fois, elle obtiendrait un pont d'envol incliné et peu après l'achèvement de cela, alors que de plus en plus de super porte-avions entraient dans la flotte, elle aura été à nouveau adaptée en porte-avions de guerre anti-sous-marine, toujours affectée au Pacifique, et dans cette guise, elle a été allouée comme navire de soutien pour le programme spatial de la National Aeronautics and Space Administration, récupérant une variété de vaisseaux spatiaux et d'astronautes de diverses missions. Au fur et à mesure que les années 1960 avançaient, elle serait également envoyée à plusieurs reprises pour opérer au large du Vietnam avec une mise à niveau supplémentaire SCB 144, mais comme les sous-marins vietnamiens étaient plutôt rares, les opérations de combat pour le porte-avions étaient limitées. Hornet et d'autres porte-avions de même niveau étant utilisés à la place pour aider les porte-avions d'attaque, puisque leur grand complément d'avions et d'hélicoptères spécialement conçus pour le travail de recherche était très utile pour récupérer les pilotes qui avaient dû abandonner loin de leur navire-mère en raison de dysfonctionnements ou, plus souvent, de dommages de combat.
Cependant, entre ces déploiements, elle passerait beaucoup de temps dans la mission de soutien de la National Aeronautics and Space Administration. Et à ce titre, elle était le navire amiral sur place lorsque le module de commande d'Apollo 11 a amérissage, récupérant Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins dans une maison mobile convertie sur le pont du hangar pour la quarantaine, juste au cas où ils auraient attrapé la lunaitis ou d'autres affections tout aussi intéressantes. Après avoir constaté l'absence de limaces cérébrales, de facehugger et d'araignées lunaires, les astronautes ont pu être introduits sans danger dans leur environnement naturel sous les acclamations du public. Hornet récupérerait également leur succès lors de la mission Apollo 12, mais au moment de la mission mouvementée Apollo 13, Hornet n'était plus présente car elle était prévue pour être mise hors service et a ainsi terminé sa carrière en juin 1970. Mise en sommeil pendant 2 décennies avant que son rôle dans la Seconde Guerre mondiale et le programme spatial ne lui valent le statut de monument historique national, et en 1998, elle a été restaurée et ouverte au public à Alameda, en Californie, où elle offre un triple aperçu unique de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre du Vietnam et bien sûr du programme spatial Apollo, abritant un certain nombre d'artefacts uniques de ce dernier en particulier. Elle a, au moment de cet enregistrement, été récemment rouverte au public et encore, au moment de cet enregistrement, peut être visitée pour des visites générales le week-end et toute la semaine pour des visites spécialisées qui sont réservées à l'avance. Les visites spécialisées peuvent vous emmener des hauteurs de l'île du navire aux profondeurs des espaces d'ingénierie, tandis que les visites générales régulières vous permettront de visiter le pont d'envol et le pont du hangar et l'un des ponts inférieurs en dessous de celui-ci. Si vous vous trouvez à Alameda, en Californie, je vous suggère fortement d'aller jeter un œil à bord. Et bien sûr, si vous regardez cette vidéo à une date ultérieure à celle de sa sortie, veuillez évidemment consulter leur site web afin de déterminer les nouvelles heures d'ouverture révisées, car je suis sûr qu'elles ne feront que s'améliorer. Et si vous êtes, comme moi, coincé à l'étranger pour le moment, mais que vous aimeriez toujours faire le tour du navire, il y a aussi des visites virtuelles disponibles sur le site web. Et bien sûr, comme tout bon musée, ils ont adopté les médias sociaux, donc si vous êtes sur les médias sociaux, vous pouvez les suivre là-bas. Ils ont aussi leur propre chaîne YouTube, le lien est dans la description et devrait apparaître juste au-dessus en ce moment, qui contient un certain nombre d'interviews intéressantes, y compris des interviews avec des vétérans qui ont servi à bord. Alors, allez vérifier cela, et si vous le souhaitez, dites-leur que Drake vous a envoyé. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, laissez-nous un message ci-dessous. Commentez le post épinglé pour les questions de Carl Sech.